Bonjour à tous. Premièrement, merci pour l'invitation. C'est toujours un énorme plaisir de participer à ce genre d'événement, surtout lorsque c'est à l'Université Laval, mon ancienne université. Donc, pour cette deuxième section de la présentation, on va discuter à haut niveau de la ligne directrice sur la gestion des risques liés au changement climatique ou, pour simplicité, on va l'appeler la LD Climat ou la LDCC. On va discuter aussi des étapes préliminaires qui ont mené à l'élaboration de cette ligne directrice ainsi que des travaux connexes de l'autorité liés au climat. Juste avant de commencer, quelques mots sur la surintendance des institutions financières, ma surintendance. Le détail est sur le site web si jamais vous êtes curieux, mais grosso modo, la CIF veille au respect des exigences applicables aux institutions financières, par exemple, droit d'exercice, les pratiques de gestion saine et prudente, les pratiques commerciales. Elle évalue aussi la santé financière des assujettis. Elle élabore, révise, met à jour l'encadrement prudentiel, notamment les fameuses lignes directrices, et mène des exercices de simulation de crise auprès des assujettis. Là, c'est l'économiste qui parle. Le tableau ici provient d'un récent rapport du BAC, le Bureau d'assurance du Canada. Je l'ai trouvé intéressant à cause de deux points, premièrement, parce qu'on peut clairement observer que depuis quelques années, la hausse des coûts des sinistres naturels assurés au Canada est en hausse. Mais aussi, on peut observer que les coûts sont en une augmentation aussi. Donc, il y a de plus en plus de sinistres naturels au Canada et les coûts sont de plus en plus importants. Puis ce qui est intéressant dans ce tableau-là, c'est qu'on parle uniquement des sinistres naturels assurés. C'est eux qui sont les plus faciles à calculer. Bon, on peut comprendre qu'il y a d'autres coûts qui sont exclus de ces montants-là, étant donné qu'ils sont non assurés. Ça peut causer divers problèmes pour la société. Ça met en péril le patrimoine, la sécurité des citoyens et entreprises. Ça affecte autant les infrastructures que les ressources naturelles lorsqu'on pense aux feux de forêt. Et surtout, ça représente un fardeau fiscal financier pour les divers paliers de gouvernement et surtout les citoyens. Donc, c'était juste pour montrer que quand on regarde depuis quelques années, 2015-2024, la moyenne, c'est 3,5 milliards en coûts de sinistres assurés par année. Puis en 2024, on a atteint un sommet à près de 9 milliards. C'est énorme. En parallèle à cela, juste pour une chronologie récente des projets liés au changement climatique, je peux dire au Québec-Canada, ce qui est intéressant de constater, c'est que l'AMF et le Bureau du surintendant, le BCIF, ont agi de façon cohérente et concertée. On travaillait ensemble, on travaille depuis plusieurs années, tant d'un point de vue d'encadrement prudentiel que d'un point de vue de l'élaboration de divers travaux, dont l'exercice normalisé d'analyse de scénarios climatiques, dont le rapport vient d'être publié à la fin de l'été, début de l'automne. Grosso modo, l'ENASC, c'est un outil qui permet de mesurer l'exposition potentielle des institutions financières aux risques climatiques. Le rapport est disponible sur le site web de l'autorité et du BCIF, puis j'ai mis les liens à la fin de la présentation. Un élément aussi qui est intéressant de constater, c'est que le FMI a audité le Canada en 2025, puis il le fait à chaque 5 ans pour évaluer la stabilité et la résilience financière des institutions au pays. Ce qui était nouveau cette année dans le rapport du FMI, c'est qu'il y a une note technique qui a été réalisée concernant les risques climatiques, notamment les feux de forêt. Ils ont élaboré divers scénarios de modélisation sur les feux de forêt. La note technique est disponible dans le rapport du FMI sur le site du FMI. Puis on en rentre un peu dans le prospectif en 2026. Comme mentionné Mireille, les normes IFRS S1, S2 ont été publiées il y a quelques années. Il y a eu des modifications, des mises à jour. On reste au fait parce qu'on se doute que prochainement, en 2026, il va y avoir certains ajustements et on devra avoir à modifier notre encadrement prudentiel. Un petit mot sur le plan stratégique 2025-29 de l'AMF. C'est rien de nouveau, les risques climatiques sont intégrés dans le plan stratégique. C'était aussi le cas dans le dernier plan stratégique. Donc, pour les curieux, c'est aussi disponible sur le site de l'AMF. Donc, si on se rappelle la petite chronologie précédente, dans l'histoire récente de l'AMF, le rapport et sondage publié en 2022 sur les risques climatiques
a été un peu le point de départ pour avoir une vision globale de la réalité. C'est le premier rapport complet de l'AMF sur le sujet. C'est une étape importante pour l'évaluation et l'identification des risques physiques et de transition. L'objectif, c'était vraiment d'obtenir un état de situation sur la considération et les mesures mises en place par les institutions pour faire face aux risques climatiques. Ça visait notamment l'ensemble des institutions séparées en 3 catégories: institutions de dépôt, assureurs vie, assureurs dommages. On a eu les réponses de 230 institutions qui font affaire au Québec. Donc, le rapport rapport et sondage était divisé en 4 axes: l'importance accordée au changement climatique, l'évaluation des risques, la gouvernance et le processus d'affaires mis en place, l'encadrement et la divulgation. C'est sûr que les réponses il y avait assez de variabilité dans les réponses, étant donné les différents types d'institutions financières. On peut s'imaginer que les assureurs de dommages étaient plus touchés par les risques physiques et conscientisés aussi. Mais grosso modo, là, pour plusieurs institutions financières, on a remarqué que les instances décisionnelles n'étaient pas toujours informées, sensibilisées aux enjeux climatiques et que ce n'étaient pas toutes les institutions financières qui avaient nommé un responsable des risques climatiques dans leur organisation. Ça a été un peu le point de départ pour nous motiver à élaborer un encadrement des risques climatiques pour la province. Puis quand on parle d'encadrement, notre outil de prédilection et favori, c'est les lignes directrices. Donc, qu'est-ce qu'une ligne directrice? Grosso modo, ça a un périmètre d'action assez large. On parle des sociétés de fiducie, sociétés d'épargne, assureurs, etc. L'AMF, dans ses lignes directrices, préconise une approche prudentielle qui repose sur les meilleures pratiques, tant au niveau national qu'à l'international, les organismes de régulation, normalisation ou les meilleures pratiques chez d'autres régulateurs d'autres pays. Les lignes directrices laissent aussi l'attitude nécessaire aux assujettis pour respecter et s'approprier les attentes. Ici, on parle du principe de proportionnalité. Quand on parle de proportionnalité, c'est selon la nature, la taille, la complexité de ces activités et l'appétit au risque de l'institution financière. Donc, une ligne directrice, ce n'est pas prescriptif. On donne les grandes orientations, on explique ce à quoi l'autorité s'attend de ses assujettis en fonction des divers risques ou sujets. Puis pour les curieux, encore une fois, le site Internet de l'autorité explique de long et en large qu'est-ce que les lignes directrices prudentielles, qu'est-ce que le principe de proportionnalité, etc. Ça nous mène à la fameuse ligne directrice climat. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des assises d'encadrement prudentiel, par exemple, gestion du capital, la gouvernance, gestion intégrée des risques. Ce sont des lignes directrices qui posent des attentes générales à haut niveau sur ces sujets. Par la suite, on peut publier certaines autres lignes directrices sur des sujets divers plus précis, par exemple le climat, mais ça peut être aussi les pratiques commerciales ou ça peut être l'intelligence artificielle qui est actuellement en période de consultation ou la gestion des risques liés aux tiers, une ligne qui est aussi en période de consultation. L'idée, c'est que les attentes de ces lignes-là viennent préciser les attentes plus générales. Donc, au final, on élargit le périmètre de l'encadrement prudentiel. Par exemple, pour la LD Climat, le cercle en rouge foncé, bon, c'est comme l'aire du cercle, les attentes de la ligne directrice, excusez-moi, sur la gouvernance. On vient préciser des matières de gouvernance climatique dans la LD Climat. Par exemple, le rôle des responsabilités du CA, de la haute direction, en lien avec les risques climatiques, la considération des répercussions climatiques sur la stratégie de l'entreprise ou les éléments pour la mise en œuvre d'un plan de transition. Je parlais précédemment des travaux du BCIF et de l'AMF. Les deux régulateurs, d'un point de vue fédéral, le BCIF, provincial, l'autorité, leurs lignes directrices B15, BCIF, la LD, Climat, AMF, ont des attentes généralement communes et cohérentes, surtout pour assurer un niveau de cohérence pour les assujettis qui sont sous les deux régulateurs, si je peux dire, de façon simplifiée. Une différence particulière pour la LD Climat de l'AMF, c'est les attentes en matière de traitement équitable des clients. Ça, c'est un champ de compétences qui est propre à l'autorité ou aux provinces. Donc, les attentes en matière de traitement équitable viennent compléter, préciser,
pas compléter, mais préciser celle sur la ligne directrice sur les saines pratiques commerciales, notamment au niveau de la conception des produits, que les produits soient cohérents avec la réalité climatique, les risques climatiques, le processus de souscription et l'information destinée aux clients, notamment avant ou au moment de l'achat d'un produit. Là, je viens de survoler très rapidement l'encadrement prudentiel de la province. On est aussi actif sur la scène internationale, notamment chez l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, la ICA, mieux connue sous le nom de EIS en anglais. C'est un organisme de normalisation de l'assurance qui comprend plus de 200 juridictions. L'AMF est un membre actif. La ICA, dans le fond, son but, c'est de définir des principes à haut niveau liés à l'assurance, des principes qui peuvent s'appliquer d'un point de vue global, mondial. Et par la suite, les régulateurs ou superviseurs des différentes juridictions peuvent utiliser ces grands principes-là pour les appliquer dans leur réalité. La ICA publie divers types de documents sur des sujets variés. Le plus commun, c'est un document de mise en œuvre, ou en anglais un application paper, qui fournit aux superviseurs pour des sujets donnés, par exemple des conseils, des recommandations, des exemples de bonnes pratiques. Sur leur site, ils ont une panoplie de sujets qui sont traités. En 2021, la ICA a publié un document de mise en œuvre sur la supervision des risques climatiques dans le secteur de l'assurance. C'est un document qui faisait une trentaine de pages, puis le but, c'était de soutenir les efforts des superviseurs en matière de gestion des risques liés au climat et fournir des recommandations et des exemples de bonnes pratiques. Généralement, les documents de mise en œuvre font des références aux principes de base de l'assurance, des principes fondamentaux, mieux connus encore en anglais sous l'acronyme des IPC. Il y a une série d'IPC aussi. Par exemple, PBA 7 sur la gouvernance, le 8 sur les contrôles internes et le 9 sur le rapport aux contrôleurs, aux assureurs. Les contrôleurs, c'est plus les termes européens français. Donc, l'idée, c'est vraiment de lier ce qui est mentionné dans les documents de mise en œuvre à des grands principes fondamentaux d'assurance. Comme dans la petite chronologie que j'ai montrée précédemment, au tournant de 2023, l'IAIS a mentionné son désir de réactualiser son document de mise en œuvre de 2021. L'autorité a été un important contributeur aux travaux. Grosso modo, le document est passé de 30 pages à 130 pages. Donc, on avait vraiment un point de vue holistique du risque climatique d'un point de vue de l'assurance. La contribution de l'AMF lors de cette révision, c'était notamment d'élargir la portée du document en ajoutant des éléments de gouvernance, rémunération de la haute direction et autres, l'éco-blanchiment aussi, de bonifier les recommandations, comme je viens de mentionner, sur la gouvernance, puis de renforcer les liens avec les principes de base de l'assurance. Parce que des fois, les liens étaient un petit peu ambigus. Le document a été publié en avril 2025, qui est disponible sur le site de l'IAIS. Pour conclure, pour faire un petit parallèle aux normes ESG, ce qui est fondamental, à mon avis, de comprendre, c'est que peu importe si une entreprise ou une institution financière est proactive au niveau sociétal ou environnemental, toutes ces décisions, mener à bien ses travaux, sa proactivité sur ces deux éléments-là, ce qui est fondamental, c'est une gouvernance solide, des éléments de gouvernance qui sont solides pour mener à bien ces objectifs. Donc, ça fait le tour pour moi. J'ai laissé aussi, je ne sais pas si on peut partager les PowerPoint par la suite, mais j'ai mis en lien là, tous les documents ou les rapports que j'ai mentionnés dans la présentation pour ceux intéressés. Donc, merci.